Il y a 17 jours, un silence lourd s'est abattu sur le Sahel. Ce silence annonçait non seulement la fin d'une époque, mais aussi l'émergence d'un nouveau chapitre pour l'Afrique. Un drone MQ-9 Reaper, fabriqué aux États-Unis, a failli tuer Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, au-dessus des terres désertiques du Sahel. Ce n'était pas une cible comme les autres. Ce missile, un Hellfire R9X, n'a pas atteint sa cible. Pourtant, il a frappé un camion civil, tuant 3 innocents. Pourquoi attaquer un président en plein déplacement? Ce matin-là, Ibrahim Traoré a survécu. Mais la question reste, à quel prix pour sa souveraineté et l'avenir du Burkina Faso? L'histoire d'Ibrahim Traoré et de l'attaque ratée contre sa vie est bien plus qu'un simple incident. C'est le reflet d'une lutte géopolitique cachée qui secoue le Sahel. Dans ce reportage, nous explorerons les conséquences de cette frappe de drone, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'équilibre de pouvoir en Afrique. Qu'est-ce que cela signifie pour les nations africaines qui cherchent à s'affirmer face aux puissances extérieures? Cette attaque, bien que ratée, a réveillé un sentiment de solidarité et de souveraineté qui pourrait redéfinir l'avenir du continent. Restez avec nous, car cette histoire vous donnera des clés pour comprendre l'avenir politique de l'Afrique. Ne ratez pas cette analyse exclusive sur la résistance de Traoré et la montée d'une nouvelle Afrique indépendante. À 10h48 ce matin-là, le radar militaire du Burkina Faso a détecté un signal anormal venant du nord-ouest. Moins de 120 secondes plus tard, une alerte a traversé le canal de commandement présidentiel. Un drone non identifié se dirigeait droit vers le convoi d'Ibrahim Traoré. Ce que les opérateurs ont découvert a glacé le centre de surveillance. Un MQ-9 Reaper, le même modèle utilisé par l'OTAN au Moyen-Orient, planait à 12 000 pieds au-dessus du Sahel. Il ne portait aucun code d'identification, aucune autorisation de survol. Le protocole d'urgence fut déclenché, le convoi bifurqua sur une piste de terre, tandis qu'à 3 km derrière lui, un camion civil devint la victime involontaire d'un missile Hellfire R9X, 3 vies ordinaires effacées en quelques secondes. L'enquête préliminaire révéla des marquages américains GM114R9X002 sur les fragments du missile. Les signaux cryptés correspondaient aux fréquences d'opérations alliées en Afghanistan et en Libye. Autrement dit, l'engin provenait d'une chaîne logistique militaire occidentale. À ce moment précis, le gouvernement burkinabé comprit que ce n'était pas un accident, mais un avertissement soigneusement orchestré. Ibrahim Traoré, jusqu'alors perçu comme un capitaine idéaliste prônant la souveraineté, devint soudain le centre d'une crise internationale. Dans les heures suivantes, les réseaux d'information restèrent muets. Aucune déclaration de l'OTAN, aucune réaction de Washington ou de Bruxelles. Le silence, plus assourdissant que l'explosion, donna au peuple une seule certitude. Leurs dirigeants avaient été pris pour cible parce qu'ils dérangeaient l'ordre établi. Avant cette journée, le Burkina Faso était un acteur marginal dans le grand échiquier sahélien. Après cette frappe manquée, il devint le symbole d'un basculement, celui d'un continent prêt à reprendre le contrôle de son propre ciel. Le lendemain de l'attaque, Ibrahim Traoré se présenta à la télévision nationale, calme et sans colère apparente. Face à la caméra, il déclara « Ils nous ont montré ce qu'ils craignent le plus, notre indépendance ». Ces mots simples devinrent aussitôt un mot d'ordre dans les rues de Ouagadougou. Les vendeurs de marché les répétaient, les chauffeurs de taxi les diffusaient à la radio, les soldats les gravaient sur leurs uniformes. Dans les heures qui suivirent, une émotion collective prit corps. Des artistes commencèrent à peindre les murs de la capitale avec le visage du président et le mot vérité. Loin d'être une réaction orchestrée, ce fut un élan spontané, né du sentiment d'avoir frôlé la perte, non seulement d'un homme, mais d'une idée. Celle que la souveraineté africaine n'était plus négociable. Les observateurs étrangers, eux, restaient prudents. Dans les chancelleries occidentales, on parlait d'un incident technique. Mais sur le terrain, le peuple burkinabé savait déjà que quelque chose avait changé. La peur s'était muée en lucidité. À travers ce choc, Ibrahim Traoré cessa d'être seulement un capitaine. Il devint un symbole de résistance, un point de convergence pour ceux qui croient encore que la dignité nationale se défend d'abord par la vérité. Et, dans les villages du Nord comme dans les capitales voisines, une même phrase circulait. S'ils ont échoué à le tuer,
c'est qu'ils ne pourront pas tuer ce qu'ils représentent. Ce matin-là, avant l'aube, Ibrahim Traoré s'était levé, hanté par les images du camion détruit. À 6 heures, il convoqua son conseil de défense. Pas de cris, pas de vengeance, seulement des ordres précis. Sécuriser la zone, isoler les débris, récupérer les fragments de signal radar. Les techniciens confirmèrent ce que beaucoup craignaient. La trajectoire du missile provenait d'un couloir aérien réservé aux opérations de l'OTAN. À 9 heures, les analyses révélèrent le numéro de série du projectile, un GM114R9X002 de provenance américaine. La preuve était là, froide, métallique. Traoré demanda que chaque fragment soit photographié, chaque fréquence enregistrée, puis rendit publique l'enquête. Nous répondrons avec des faits, pas des missiles. En moins de 24 heures, les documents circulaient sur les réseaux. Des chaînes africaines diffusèrent les images. Des journalistes confirmèrent la cohérence des données. Le Monde découvrit un président africain qui ne criait pas. Il démontrait. Les chancelleries occidentales réagirent avec gêne. Washington parla d'un accident regrettable. Bruxelles réclama plus de vérifications. Mais les preuves s'accumulaient. Un ravitailleur américain KC-135 avait été aperçu au large du Mali, quelques minutes avant la frappe. Les enregistrements radar confirmaient le ravitaillement en vol du drone. Ce n'était pas une erreur, c'était une opération coordonnée. La nuit tomba sur Ouagadougou dans un silence tendu. Des milliers de personnes sortirent dans les rues, bougies à la main. On chantait le nom d'Ibrahim Traoré, non comme celui d'un chef, mais d'un témoin. Le lendemain, 3 cercueils recouverts de drapeaux furent reportés à travers la capitale. Les familles ne demandèrent pas vengeance, elles demandèrent la vérité. Les médias internationaux, eux, restaient muets. Aucun grand titre, aucune indignation. Ce mutisme amplifia la colère. Dans les marchés, on murmurait que le monde ne pleure que certaines vies. Dans les casernes, les soldats resserraient leurs rangs. Le pays entier comprit que la survie de son président n'était pas un miracle, c'était un signal. Cette nuit-là, un sentiment nouveau traversa le Burkina Faso, une lucidité mêlée de défis. Traoré écrivit dans son carnet « Ils ont tiré, mais c'est nous qui nous réveillons ». Le lendemain, il prit la parole à la télévision. « Nous ne nous cacherons pas derrière la peur. Nous ferons de cette blessure une preuve. » Et tandis que ces mots franchissaient les frontières, une onde silencieuse parcourait le continent. Le drone avait échoué à tuer un homme. Il avait réussi à réveiller une idée. Avant la frappe, le Burkina Faso figurait parmi les nations les plus surveillées du Sahel. Son espace aérien était pénétré en moyenne 6 fois par mois par des appareils étrangers. Cette statistique, tenue secrète pendant des années, révélait une dépendance totale envers les systèmes de détection occidentaux. Après l'incident du 14 octobre, tout changea. Le nombre d'incursions tomba à 2. Cette chute soudaine n'était pas le fruit du hasard. Elle prouvait que le pays, sous la direction d'Ibrahim Traoré, avait pris le contrôle de son propre ciel. Les techniciens militaires rapportèrent qu'en 72 heures, 14 stations radar chinoises et russes furent reliées à une plateforme de surveillance interne. Ce chiffre, jamais atteint auparavant, marquait la première intégration régionale réussie depuis la création de la CEDEAO. Chaque station fonctionnait en boucle continue, transmettant les signaux à un centre unifié à Ouagadougou. Pour la première fois, la vigilance ne dépendait plus d'un réseau étranger. En moins d'une semaine, 218 gigaoctets de données, enregistrements, impulsions radar, séries temporelles furent publiés librement en ligne. Ce geste inédit fit plus que prouver la transparence. Il transforma la preuve technique en arme diplomatique. La communauté scientifique africaine valida ces résultats, confirmant la précision du suivi et la traçabilité du missile. 3 jours après la diffusion, 17 nations africaines avaient officiellement exprimé leur appui à l'enquête. Ce chiffre dépassait toutes les précédentes résolutions communes du continent. Pour les diplomates africains, cette réponse fut un signal clair. La vérité scientifique venait de remplacer la rhétorique comme outil de défense. Ce basculement n'était pas seulement militaire. Il fut symbolique. En exposant les chiffres, Ibrahim Traoré rompit avec la culture du secret imposée aux pays du Sud. Chaque donnée publiée, chaque schéma rendu visible renforçait une idée. La souveraineté n'existe que lorsqu'elle s'appuie sur la preuve. Les chancelleries, d'abord sceptiques, furent contraintes d'admettre la cohérence du dossier.
Même les médias occidentaux, après une semaine de silence, évoquèrent prudemment l'incident du Sahel. À Ouagadougou, la population suivait les chiffres comme on suit un match décisif. Les journaux affichaient les diagrammes de trajectoire, les lycéens commentaient les fréquences, les ingénieurs comparaient les données radar. Le pays, jadis spectateur, était devenu analyste. Et dans ce nouveau langage des faits, un mot dominait, preuve. Certains observateurs affirment que l'attaque contre Ibrahim Traoré était un signal d'une menace plus grande que la simple intrusion militaire. La souveraineté, selon eux, se défend avant tout par la force. Ces voix soutiennent qu'une réponse violente, par des représailles militaires, aurait pu envoyer un message fort : l'Afrique ne se soumettra pas. Ce courant de pensée plaide pour un renforcement des capacités militaires, soulignant que le seul langage entendu par les puissances étrangères est celui de la force. La fermeture des bases militaires étrangères et l'expulsion des troupes occidentales seraient des gestes de souveraineté réelle, illustrés par l'exemple de la Libye en 2011, où la montée en puissance militaire avait été perçue comme une réponse légitime à l'agression. À l'opposé, Ibrahim Traoré a choisi une voie non violente, mais radicalement déterminée, la souveraineté par la vérité. Sa réponse à l'attaque n'a pas été de chercher à répliquer par la force, mais de dévoiler la réalité au monde entier. En publiant les données sur l'incident, il a créé un précédent historique. L'Afrique n'a pas besoin de se cacher derrière l'impunité ou la guerre pour revendiquer sa dignité. La transparence et la diffusion des preuves sont des formes puissantes de résistance. Au lieu de renforcer une posture guerrière, Traoré a retourné la situation à son avantage en démontrant qu'un leadership affirmé repose sur la confiance et la crédibilité des faits. Selon lui, chaque donnée exposée est une victoire contre la manipulation des puissances extérieures. Cependant, certains critiques soutiennent que l'approche de Traoré, bien qu'efficace sur le plan moral, est insuffisante face à des adversaires géopolitiques bien plus puissants. La vérité seule, disent-ils, ne suffit pas à protéger un pays contre des frappes militaires étrangères. En exposant ouvertement les preuves, Traoré a peut-être montré la puissance de la transparence, mais il a aussi vulnérabilisé son pays en exposant ses faiblesses technologiques et militaires. Le simple fait de publier des données ne protège pas un pays des représailles, et la diplomatie basée uniquement sur les faits pourrait ne pas suffire pour dissuader des puissances étrangères déterminées à maintenir leur contrôle sur la région. Des exemples comme celui de la Syrie, où les sanctions et l'isolement diplomatique ont été utilisés pour étouffer toute forme de résistance, montrent que la vérité seule ne garantit pas la souveraineté. Alors que les autorités internationales se débattaient pour minimiser l'attaque, un événement sans précédent se produisit. Le Burkina Faso annonça la création de l'initiative africaine pour la souveraineté. Ce programme visait à coordonner les efforts de défense, de renseignement et d'économie à l'échelle continentale. Il n'était plus question de simples protestations contre les agressions étrangères, il s'agissait d'une architecture de sécurité collective. À travers cette initiative, Ibrahim Traoré transformait une menace immédiate en un plan d'action long terme. 17 nations africaines se joignirent à cette coalition naissante, proposant de partager des données de surveillance aérienne, de renforcer les capacités de défense et d'intégrer des plateformes numériques de sécurité. Pour la première fois, les nations africaines parlaient d'une défense commune, d'une politique économique régionale et de la préservation de leurs ressources naturelles. Ce n'était plus un rêve isolé, c'était une réponse organisée, un défi direct lancé à ceux qui cherchaient à maintenir l'Afrique sous leur contrôle. Ainsi, le missile qui avait échoué à tuer Ibrahim Traoré était devenu le catalyseur d'une transformation géopolitique majeure. La souveraineté désormais ne serait plus simplement un idéal, elle se matérialisait étape par étape. Les conséquences de l'attaque du 14 octobre se firent sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En quelques jours, le pays était devenu le centre d'une dynamique qui changeait le paysage géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. La question n'était plus simplement de savoir si le président survivrait, mais quel modèle de gouvernance allait émerger. Le pays s'était réveillé sous le poids d'une nouvelle réalité. La souveraineté n'était pas seulement une question de contrôle territorial, mais de contrôle des informations, des ressources
et des alliances internationales. Au niveau militaire, la mise en place du réseau de surveillance radar commun entre les 17 nations africaines fut la première étape vers une défense collective. Le Burkina Faso n'était plus seul. L'initiative africaine pour la souveraineté offrait désormais une alternative sérieuse à l'influence étrangère sur le continent. Pour la première fois, les pays du Sahel, du Mali au Niger, se coordonnaient sur la surveillance de l'espace aérien. Ce réseau de défense régionale permettait de suivre en temps réel les mouvements des drones et avions étrangers, assurant que l'incident du 14 octobre ne se répéterait pas. Au niveau économique, une autre conséquence importante fut la mise en place d'un fonds de souveraineté pour financer les infrastructures de défense. Ce fonds, alimenté par les réserves d'or et d'uranium de l'Afrique, visait à réduire la dépendance vis-à-vis des financements étrangers. Le but était clair. L'Afrique ne devait plus se laisser dicter ses choix économiques par des puissances extérieures. Le pays allait utiliser ses propres ressources pour garantir son indépendance. La réaction des nations africaines ne se fit pas attendre. Le silence habituel des gouvernements occidentaux, qui avaient ignoré les souffrances du peuple burkinabé, s'inversa lentement. L'Union africaine convoqua une session extraordinaire, la première depuis des décennies, pour discuter de l'incident et des implications qu'il pourrait avoir sur les relations internationales. Le bloc africain commença à parler d'une seule voix, non pas dans la colère, mais dans la conscience partagée de l'importance de l'autonomie du continent. À l'échelle populaire, le soutien à Traoré se renforça. Les manifestations de solidarité organisées spontanément à travers l'Afrique virent des foules réclamer une nouvelle ère d'indépendance. De Lagos à Bamako, des citoyens exprimaient leur frustration face à l'influence étrangère persistante. À Ouagadougou, des peintures murales faisaient l'éloge de la résistance pacifique et de la lutte pour la vérité. Ibrahim Traoré n'était plus perçu seulement comme le président d'un petit pays du Sahel, mais comme un leader de l'ensemble du continent, un symbole de la possibilité de gouverner sans capituler. Le message était clair. Si le drone avait échoué à tuer le président, il n'avait pas pu tuer la volonté du peuple africain de se tenir debout. Le Burkina Faso n'était plus isolé. Il était devenu le noyau d'un mouvement continental en quête de liberté. Si la situation continue sur cette trajectoire, le Burkina Faso pourrait maintenir sa position de leadership dans la lutte pour la souveraineté africaine. Dans 6 mois, le pays aura consolidé ses alliances régionales et l'initiative africaine pour la souveraineté sera pleinement opérationnelle. Le réseau de défense aérienne intégré pourrait devenir un modèle pour d'autres régions africaines. D'ici 1 an, le Burkina Faso pourrait se retrouver à la tête d'un groupe de nations africaines plus résilientes face aux pressions étrangères, bien que des défis logistiques et des tensions politiques internes risquent de ralentir la mise en œuvre de certaines initiatives économiques. En parallèle, les États-Unis et les puissances européennes, tout en continuant de faire pression diplomatiquement, devront composer avec un continent plus uni et plus déterminé à défendre ses propres intérêts. Des discussions sur des sanctions ou des restrictions pourraient surgir, mais l'Afrique, sous la houlette de Traoré, aura les moyens de résister. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso pourrait devenir un catalyseur pour une Afrique plus unie. L'initiative africaine pour la souveraineté pourrait non seulement être un modèle de défense commune, mais aussi un moteur de croissance économique. Les fonds d'investissement africains alimentés par les ressources naturelles pourraient permettre une réindustrialisation rapide du continent. Les pays africains ayant signé l'accord avec Traoré pourraient voir une coopération accrue dans des secteurs comme l'énergie, les infrastructures et les technologies. L'Afrique pourrait également renforcer sa position sur la scène internationale, se rapprochant de pays comme la Chine ou la Russie, qui sont prêts à soutenir un projet africain indépendant. Au bout de 12 mois, un tel scénario pourrait voir un Burkina Faso économiquement stable, en mesure de se défendre tout en attirant des investissements étrangers sans compromettre sa souveraineté. L'Union africaine pourrait se réformer, devenant un acteur clé dans les négociations internationales. Cependant, il existe un scénario plus sombre. Les pressions extérieures pourraient se multiplier et l'isolement économique et diplomatique du Burkina Faso pourrait s'aggraver.
Les puissances occidentales pourraient imposer des sanctions plus sévères et certains pays africains pourraient hésiter à soutenir Traoré en raison de la crainte de représailles. Une économie déjà fragile pourrait se retrouver paralysée par le manque de financement et l'instabilité politique. Si la situation militaire venait à se détériorer, certains pays voisins pourraient ne pas respecter l'initiative de défense commune, préférant maintenir leurs relations avec les puissances étrangères. D'ici 6 à 12 mois, ce scénario pourrait voir le Burkina Faso revenir à un état de dépendance plus faible, avec des tensions internes croissantes. Des contestations populaires pourraient émerger contre une politique qui, bien qu'idéologique, risquerait de rendre le pays plus vulnérable aux menaces extérieures. C'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui. Où en serons-nous dans un an ? Ibrahim Traoré, à travers son approche audacieuse et son défi aux puissances extérieures, a ouvert la voie à un projet de souveraineté continentale que personne n'avait osé imaginer. Pourtant, cette quête pour l'indépendance n'est pas sans risque. Le chemin qu'il a tracé est parsemé d'obstacles, et il appartient à chacun de nous de se demander si cette vision peut réellement se concrétiser dans le monde d'aujourd'hui, où les rapports de force sont souvent définis par ceux qui détiennent le pouvoir économique et militaire. En tant que spectateurs, que devons-nous retenir de ce moment ? Ce n'est pas simplement une question de politique ou de géopolitique, c'est une question de résilience. Traoré n'a pas seulement défié une attaque, il a défié un système mondial qui, depuis des décennies, a imposé des règles inéquitables. Il a montré que l'unité, même fragile, peut résister à la force brute. Mais surtout, il a prouvé que l'avenir du continent africain repose sur sa capacité à se réinventer, à choisir des modèles qui ne viennent pas de l'extérieur, mais qui sont forgés par sa propre histoire et ses propres aspirations. Dans les semaines et mois à venir, tout le continent suivra de près l'évolution du Burkina Faso. Chacun de ses pas sera observé et peut-être imité par d'autres nations en quête de leur indépendance. Il est important de se demander, sommes-nous prêts à soutenir ces efforts, à croire qu'un autre avenir est possible, ou allons-nous, encore une fois, rester spectateurs de l'histoire au lieu de la vivre activement ? Ce que Traoré a lancé n'est pas seulement une question de politique, mais une invitation à réfléchir à ce que nous, en tant qu'individus, pouvons faire pour changer la direction de notre propre avenir. Pour tracer ce chemin vers l'autosouveraineté, une série de démarches concrètes peut guider le continent. Tout d'abord, les États membres de l'Initiative africaine pour la souveraineté doivent, dans les 6 mois à venir, mettre en place des stations radars partagées et créer des bases de défense communes. L'efficacité du suivi aérien et la réduction des incursions militaires étrangères mesureront le succès de cette démarche. Ensuite, dans les 12 mois, les ministères des Finances et des Ressources naturelles des pays africains doivent établir un fonds commun pour financer les infrastructures essentielles, comme les routes, l'électricité et les technologies. Le succès sera mesuré par l'augmentation du financement régional et la réduction de la dépendance aux prêts extérieurs. Par ailleurs, les institutions éducatives et les centres de recherche africains doivent dès maintenant et sur 2 à 3 ans renforcer la formation en ingénierie, technologie et sciences militaires. Le nombre de diplômés en sciences et technologies, ainsi que la création de projets scientifiques locaux à grande échelle en seront les indicateurs. De plus, dans les 6 à 12 mois, les gouvernements africains, les entreprises de télécommunications et les ONG doivent mettre en place des réseaux sécurisés de communication pour éviter les interférences externes. Le succès se mesurera par le nombre de pays connectés et le niveau de cybersécurité atteint. Enfin, les ministères des Affaires étrangères et les organisations de la société civile doivent, dès à présent et sur les années à venir, lancer des campagnes diplomatiques pour positionner l'Afrique comme une entité unifiée et indépendante. L'augmentation du nombre de pays soutenant les initiatives africaines à l'ONU et dans d'autres forums internationaux en sera la mesure. Ibrahim Traoré n'a pas seulement survécu à l'attaque, il a fait de sa survie un symbole. Lorsqu'il est apparu à la télévision nationale, son calme et sa détermination étaient frappants. Son message était clair, nous ne nous cacherons pas derrière la peur, nous répondrons par la vérité. Ces mots résonnent encore, non seulement à Ouagadougou, mais à travers toute l'Afrique.
Le Burkina Faso, un petit pays du Sahel, a défié l'Occident, et en le faisant, il a transformé la peur en une force collective. Les images de la destruction du drone, les fragments de missiles exposés au monde, sont devenus des symboles d'une nouvelle ère. Une ère où l'Afrique ne se cache plus derrière des murs d'ignorance ou de dépendance, où les peuples africains ne se contentent plus de survivre, mais choisissent de s'affirmer. À chaque étape de ce processus, le visage de Traoré, calme et déterminé, rappelle à chacun que la souveraineté n'est pas seulement un droit, mais un devoir. En fin de compte, ce n'est pas seulement l'histoire de Traoré, c'est l'histoire d'un continent qui choisit de se lever, de se défendre, de se libérer. Et chaque jour, de plus en plus de voix s'ajoutent à ce chant de résistance. L'Afrique, comme Ibrahim Traoré, a survécu. Et elle est prête à montrer au monde ce qu'elle peut accomplir lorsqu'elle se tient unie et fière. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son défi contre l'influence étrangère n'est pas seulement une leçon de géopolitique. C'est un appel à l'action. L'Afrique n'a plus besoin d'attendre la permission du monde pour définir son avenir. Chacun de nous, que ce soit en Afrique ou ailleurs, a un rôle à jouer dans cette transformation. Le changement commence avec notre volonté collective de soutenir cette vision, de défendre la vérité et de ne jamais accepter la domination d'une seule voix sur l'ensemble du continent. Si vous croyez que l'Afrique mérite de prendre en main son destin, rejoignez le mouvement. Partagez cette histoire, discutez-en autour de vous et faites entendre votre voix. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est celle de tout un continent prêt à se relever, à se libérer et à se réinventer. Votre soutien peut faire une différence. Ensemble, nous pouvons contribuer à faire de l'Afrique un acteur mondial autonome, fort et respecté. Rejoignez-nous, partagez ce message et participez à ce changement historique. L'avenir de l'Afrique dépend de nous tous.